La colonisation, c'est quoi? Ça a commencé quand? Ça vient d'où? Est-ce que c'est un crime contre l'humanité? La colonisation est un phénomène très complexe qu'on ne peut pas sans cesse renvoyer au passé, mais qu'on ne peut pas non plus se contenter de juger moralement en disant que c'était mal. Il faut aller plus loin et chercher à comprendre ce qui s'est passé concrètement. Ça tombe bien parce que j'aime fouiller dans les archives coloniales et je vous propose de me suivre dans une petite enquête sur la colonisation. On est d'accord, la colonisation a existé dans différentes civilisations tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est pas un phénomène propre à la méchante Europe. D'ailleurs, je le répète, mais on va vraiment essayer de ne pas voir l'histoire en termes de méchants contre les gentils. Ça ne va pas nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'ai choisi de me concentrer sur la colonisation européenne parce que c'est celle sur laquelle je suis le mieux renseigné. Cette histoire me concerne directement, puisqu'elle a façonné à la fois la trajectoire de ma famille et l'histoire de mon pays, la France. Je rappelle aussi que je ne suis pas historien, je suis un simple passionné d'histoire coloniale qui essaye de vous faire le résumé le plus clair de ce que j'ai compris. Je peux faire des erreurs, je ne suis pas objectif, donc n'hésitez pas à vérifier les informations et à me faire des retours dans les commentaires. Comment se déroule une colonisation? Je vous propose une explication simplifiée. Au départ, vous avez une métropole dans laquelle vit un peuple que je vais nommer le peuple A. Cette métropole, elle va organiser officiellement le départ d'une partie du peuple A qui aura pour mission de s'établir sur un autre territoire tout en restant connecté juridiquement à la métropole. Donc ils dépendent des lois métropolitaines. Ils ne s'adaptent pas aux lois du territoire sur lequel ils arrivent. Cette partie du peuple A en déplacement, ce sont les colons, qui peuvent être appelés les habitants, les planteurs, les coureurs des bois, ou encore les aventuriers, en fonction des pays et des époques. Le territoire où ils s'établissent, c'est la colonie. Les frontières de cette colonie sont définies par les colons en fonction de l'intérêt de la métropole, mais aussi en fonction de certaines contraintes, comme les résistances locales, ou bien la présence d'autres colonies tout autour, ou encore la géographie du lieu. Il peut y avoir des montagnes, des lacs qui bloquent certaines zones, par exemple. En tout cas, les colons ne dessinent jamais les frontières des colonies totalement comme ils le veulent. Le plus souvent, le territoire de la colonie est déjà occupé par un ou plusieurs peuples qu'on nommera peuple B et peuple C. Ce sont les peuples colonisés, qu'on appelle parfois autochtones ou indigènes en fonction des législations coloniales et des époques. Les peuples colonisés subissent l'arrivée des colons. Ils subissent, mais ça ne les empêche pas forcément de collaborer. Par exemple, certains groupes ou certaines personnes parmi les colonisés peuvent trouver plus avantageux de collaborer avec les colons plutôt que de rester fidèles à leur organisation politique habituelle. Sur ce sujet, je vous conseille de lire L'étrange destin de Wangrin. C'est un livre qui raconte les aventures d'un interprète chargé de faire le lien entre l'administration coloniale et les populations africaines qui parlent bambara ou djoula. Il va se servir de cette position pour gagner masse de thunes. C'est un livre assez incroyable, je vous conseille de le lire. Autre scénario, par exemple, le peuple C peut s'allier avec les colons pour lutter contre le peuple B qui menaçait de l'attaquer. Vous l'aurez compris, la situation est complexe, mais dans tous les cas, seule une minorité des colonisés va vraiment profiter de la collaboration avec les colons. Quelles vont être les relations entre les colons et les colonisés? Eh bien, en fonction du type de colonisation, les colons peuvent chasser, soumettre ou exterminer les colonisés. Mais il existe aussi des colonisations moins violentes, où les colons ne cherchent pas à se mélanger aux colonisés et préfèrent vivre reclus dans des enclaves depuis lesquelles ils font du commerce. Dans tous les cas, les colonisés sont soumis aux lois des colons. Et ça, c'est l'un des aspects fondamentaux de la colonisation, la loi coloniale. Pourquoi la loi? Parce qu'une colonisation est toujours organisée par la métropole et encadrée juridiquement par des lois coloniales créées en métropole. Ce sont ces lois qui s'appliqueront dans la colonie en remplaçant les lois des peuples colonisés. Une colonisation est donc toujours un projet politique de la métropole qui implique une domination législative. Dans le cadre d'une colonisation, on distingue donc juridiquement plusieurs catégories de personnes. Les colons seront privilégiés par les lois coloniales, alors que la domination des colonisés sera organisée par ces mêmes lois coloniales. En France, par exemple,
on crée le Code de l'indigénat, qui permet de différencier juridiquement les colons et les colonisés. Pour plus d'exemples, vous pouvez lire les recueils de législation et jurisprudence coloniale qui sont disponibles gratuitement sur Gallica. Vous vous rendrez compte à quel point la justice coloniale est injuste. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien dans la description. Alors, dans la majorité des colonies européennes qui nous intéressent, la différence entre les colons et les colonisés est aussi définie par des critères raciaux. Et c'est dans le contexte des lois coloniales que les catégories nègres, blancs ou indigènes prennent un sens et permettent d'installer des formes de ségrégation dont les conséquences restent visibles dans notre société contemporaine. Il faut donc faire la différence entre une colonisation, qui est un projet politique organisé par une métropole, et les immigrations massives, qui sont des accumulations de migrations individuelles encadrées par les lois du pays dans lequel les migrants arrivent. Prenons un exemple concret, celui de l'Afghanistan. Depuis plusieurs années, un climat de guerre entraîne le départ d'une partie de la population afghane. Certains de ces migrants rejoignent la France, mais ce n'est pas un projet de l'État afghan d'envoyer sa population coloniser la France en étant protégée et encadrée par la loi afghane. Il s'agit bien de trajectoires migratoires individuelles où les migrants afghans sont soumis aux lois du pays d'arrivée, donc aux lois françaises, peu importe à quel point ils respectent ces lois. Attention donc à ne pas confondre immigration et colonisation. Voilà, je vous ai proposé un résumé global de ce qu'est une colonisation, mais il existe plein d'exceptions, plein de contre-exemples dont on parlera dans d'autres vidéos. Pour compléter cette explication, il faut parler des raisons de la colonisation. Pourquoi coloniser? Il existe plusieurs raisons qui poussent une métropole à organiser la colonisation d'un territoire. Certaines métropoles prétendent coloniser pour apporter la paix, la foi, la civilisation ou encore le développement, mais il ne faut pas toujours les croire sur parole. Il faut essayer de faire la différence entre les justifications politiques et les réalités concrètes. Dans la majorité des cas, la colonisation répond à des enjeux économiques. L'exploitation de ressources, le monopole d'un marché, la conservation d'une influence économique, etc. Pour s'en rendre compte, on va prendre des exemples concrets. Je vais vous présenter plusieurs définitions de la colonisation qui ont marqué nos imaginaires et qui nous viennent de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. L'article colonisation, publié en 1753, a été numérisé et vous pouvez aller le lire sur le site Ancre. Selon cette version de l'encyclopédie, il existait 6 formes différentes de colonisation. Première forme, ce serait le mouvement naturel des peuples à la naissance de l'humanité, qui se sont multipliés, qui ont colonisé peu à peu les espaces inhabités par les humains. Ici, l'encyclopédie s'appuie sur un texte de l'Ancien Testament, indiquant que 350 ans après le déluge, les familles des descendants de Noé se sont séparées pour coloniser le monde. Alors, j'imagine que ce genre d'explication peut exister, même sans faire référence à l'histoire de Noé. Si vous allez en Amérique ou en Afrique, il doit y avoir des histoires similaires qui existent. Mais attention à ne pas lire l'histoire avec les lunettes du présent. On peut aussi remarquer que ces sociétés étaient très liées au nomadisme. C'était dans leur mode de vie de se déplacer. Elles n'avaient pas forcément de projet colonial. Elles bougeaient en fonction du climat, de leur bétail et d'autres motivations. Donc je me demande si ce genre d'explication naturaliste ne sert pas à justifier les formes futures de la colonisation. Si la colonisation est naturelle au déploiement de l'humain sur Terre, alors ça permet de la justifier et de la rendre acceptable. Deuxième forme, la colonisation antique dans le bassin méditerranéen. C'est la manière dont les civilisations grecques ou phéniciennes se sont déployées autour de la mer Méditerranée. Lorsqu'il n'y avait plus assez de place dans une cité grecque, une partie de la population partait pour fonder une nouvelle cité qui conservait la loi, la religion et la langue de la cité de départ. Mais cette nouvelle cité ne gardait pas forcément de lien avec la cité d'origine. Pour parvenir à s'installer, le groupe de migrants devait souvent s'allier avec les peuples locaux. Il y a 2 choses à dire sur ce type de colonisation. Premièrement, la Grèce antique, c'était une civilisation méditerranéenne et pas une civilisation européenne. Il est vrai que l'Europe s'est construite sur l'héritage grec, mais à l'époque des Grecs, la notion d'Europe n'avait pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. La deuxième chose à dire, c'est que de nos jours, beaucoup d'historiens remettent en cause le fait qu'il y ait eu une colonisation grecque. Selon l'historien Nicolas Purcell, par exemple, l'unité du phénomène colonial, entendue comme la conquête d'un territoire par un groupe issu d'une ou plusieurs cités aux dépens de populations indigènes,
C'est une illusion rétrospective forgée au siècle de Périclès quand se met en place le stéréotype des Grecs face aux barbares. En réalité, les Grecs étaient des migrants, comme beaucoup d'autres peuples du bassin méditerranéen. Ils n'avaient pas de projet colonial en tant que tel, puisqu'ils n'avaient pas de métropole globale dont ils doivent défendre les intérêts. Et puisqu'aussi ils étaient indépendants de leur cité de départ. Donc personnellement, je ne présente pas les migrations grecques comme des formes de colonisation au sens où on l'entend aujourd'hui. Troisième forme de colonisation, les colonisations de conquête, comme celle de l'Empire romain ou celle d'Alexandre le Grand. Il s'agit de conquêtes impériales qui fonctionnent en installant des bases militaires en terrain conquis, tout en inscrivant dans la loi une différence entre les colons et les colonisés. Les colons s'installent au fur et à mesure autour des bases militaires et les colonisés sont soumis aux lois des colons. La particularité se situe dans le fait que les habitants de la métropole sont incités à s'installer dans les colonies, puisque des parcelles de terre peuvent leur être attribuées par la métropole pour qu'ils y développent l'agriculture. Ici, on peut vraiment parler d'une colonisation qui se rapproche de ce que l'Europe va développer par la suite. Quatrième forme, les colonisations dites barbares, que l'encyclopédie nous présente comme ces peuples chassés de leur pays par d'autres peuples plus puissants ou par la misère, ou attirés par la connaissance d'un climat plus doux et d'une campagne plus fertile qui conquièrent pour partager les terres avec les vaincus et n'y faire qu'une seule nation. Il s'agit en réalité des invasions de peuples nomades, comme ce fut le cas des invasions mongoles. Étant donné le niveau de mélange qui s'opère entre les envahisseurs et les envahis, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de colonisation. Je fais des recherches sur ce point, donc si vous avez des sources, envoyez-les dans les commentaires. La cinquième forme de colonisation, c'est la colonisation dite de commerce, celle qui a été fondée par l'esprit de commerce et qui a enrichi la métropole. C'est la forme de colonie qui a été développée par les Européens tout au début de l'époque coloniale. Une colonisation basée sur les comptoirs commerciaux et des forteresses dans lesquelles les colons sont très peu nombreux et vivent isolés des populations locales. Les établissements européens permettent de relier la métropole grâce à tout un tas d'escales. Ces colonies imposent leurs règles commerciales aux territoires colonisés, elles accaparent certains monopoles commerciaux par la force, mais elles n'ont pas l'ambition de soumettre politiquement les peuples colonisés, ni d'envahir l'ensemble de leur territoire. Elles dépendent généralement de compagnies coloniales, comme les compagnies françaises, anglaises ou néerlandaises des Indes orientales par exemple. On en parlera dans d'autres vidéos. Sixième forme, les colonisations des Amériques. Ici, l'encyclopédie fait preuve d'une lucidité à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Elle nous dit « Ces colonies n'étant établies que pour l'utilité de la métropole, il s'ensuit premièrement qu'elles doivent être sous sa dépendance immédiate et par conséquent sous sa protection. Deuxièmement, que le commerce doit en être exclusif aux fondateurs. Dès lors, il était nécessaire de conquérir les terres et d'en chasser les anciens habitants pour y en transporter de nouveaux. Une pareille colonie remplit mieux son objet à mesure qu'elle augmente le produit des terres de la métropole, qu'elle fait subsister un plus grand nombre de ses hommes et qu'elle contribue au gain de son commerce avec les autres nations. Si la colonie ne procure aucun des trois avantages cités, on peut décider qu'elle est ruineuse pour le pays de la domination et qu'elle l'énerve. De ce calcul, on peut tirer plusieurs conséquences. La première est que les colonies ne seraient plus utiles si elles pouvaient se passer de la métropole, et ainsi c'est une loi prise dans la nature de la chose que l'on doit restreindre les arts et la culture dans une colonie à tel et tel objet, suivant les convenances du pays de la domination. Donc en gros, depuis 1736, les gens sont lucides sur les méthodes et les raisons de la domination coloniale. Alors comment expliquer une telle franchise? En fait, l'encyclopédie tente de critiquer la colonisation des Amériques telle qu'elle a été réalisée par les Espagnols et les Portugais. Genre, vous êtes naze. En lisant les sources de cet article, on voit qu'il s'inspire de l'ouvrage de Jean-François Melon, intitulé « Essai politique sur le commerce et l'esprit des lois », dans lequel M. Melon estime que l'envoi massif de colons espagnols en Amérique a contribué à affaiblir le royaume d'Espagne. Non seulement les natifs ont été massacrés, les colonies pillées et la métropole désertée, une tragédie coloniale selon cet auteur qui tente d'orienter la France vers une autre doctrine, laquelle, j'y viens. Mais d'abord, on a vu 6 manières de définir la colonisation selon l'encyclopédie de Rousseau et d'Alembert. Personnellement, je ne considère pas les deux premières comme étant réellement des colonisations au sens où on l'entend aujourd'hui. L'histoire de la Bible, l'histoire de la Grèce antique, bof. Je pense qu'il s'agit d'un autre phénomène assez ressemblant mais différent. C'est un débat d'historiens que je suis avec plaisir.
Pour compléter cette vidéo, il faut que je vous mentionne 2 doctrines coloniales qui ont servi à mettre en place la colonisation française. Il en existe d'autres, mais là j'ai choisi de vous présenter celle-ci, et je parlerai des autres dans d'autres vidéos. La première a été énoncée par Paul Leroy-Beaulieu en 1882, dans un ouvrage intitulé « De la colonisation chez les peuples modernes », dans lequel il nous propose de distinguer 3 types de colonies. Les colonies d'exploitation, comme les Indes et la Cochinchine. Dans ces colonies, les colons vivent reclus en forteresse et en comptoir. Ils n'ont pas besoin d'être nombreux, mais ils doivent s'assurer le monopole commercial sur certains produits et maintenir leur droit de commercer. Ça correspond à la 5e forme de colonie selon l'encyclopédie. Les colonies de peuplement, comme l'Australie, qui ont besoin d'un immense afflux de colons. Dans ces colonies, la métropole déverse son excédent de population. Donc les pauvres, les taulards, les opposants politiques, avec l'espoir qu'ils exploitent les sols en les cultivant. Pour les colonies de peuplement, il faut peu de moyens financiers, mais il faut une domination et un assujettissement total des colonisés, voire même une extermination des colonisés. Leroy-Beaulieu n'est pas fan ni des colonies d'exploitation, ni des colonies de peuplement. Il préfère les colonies mixtes, telles que l'Algérie. C'est la doctrine coloniale Made in France. On crée une colonie qui conserve une forte population indigène soumise à l'arrivée progressive d'un grand nombre de colons qui dirigent l'exploitation du territoire. Avec cette doctrine, Leroy-Beaulieu tente d'établir la grandeur coloniale de la France sans faire l'erreur des Espagnols, c'est-à-dire sans désertifier la métropole en envoyant trop vite la population aux colonies. Il cherche une forme de colonisation rentable sur le plan économique, militaire et surtout démographique. Mais gardez bien en tête que s'il est critique des autres formes de colonisation, ce n'est pas parce qu'il est anticolonialiste, c'est au contraire parce que c'est un colonialiste pragmatique et qu'il ne veut pas voir échouer la politique coloniale de la France. D'ailleurs, il fait la différence avec les doctrines coloniales étrangères. Selon lui, les 3 classes de colonies anglaises sont les colonies de propriétaires, les colonies à charte et les colonies de la couronne. Ce sont complètement d'autres doctrines coloniales avec une logique différente dont il reconnaît l'efficacité, mais dont il dit que le servage des engagés européens, l'esclavage des nègres, l'extermination des Indiens sont les 3 tâches de ce brillant tableau de la colonisation anglo-américaine. Je vous lis ce passage pour bien dire que les colons étaient toujours très conscients des problèmes et des injustices coloniales, mais que leur objectif restait de servir le plus efficacement leur métropole. Exploitation, peuplement, mixité, c'est la lecture que propose Leroy-Beaulieu, mais ce n'est pas la seule manière de présenter les doctrines coloniales. Avec une autre approche, en 1895, le français Arthur Giraud rédige un ouvrage référence qui va être enseigné à tous les administrateurs coloniaux français et qui s'intitule « Principes de colonisation et de législation coloniale ». Giraud va définir 3 formes de colonisation. Mais au lieu de les définir par rapport à la démographie ou à l'économie, comme le faisait Leroy-Beaulieu, Giraud va les définir en fonction des projets politiques que la métropole envisage pour sa colonie. Genre, c'est quoi le projet ? Il va définir 2 projets politiques extrêmes que sont d'un côté l'assujettissement, c'est-à-dire la domination totale des colonisés par les colons, l'exploitation totale des ressources pour le seul profit de la métropole. Là, on a l'exemple des colonies américaines avec les exterminations de populations natives, le pillage des mines d'or et l'esclavage des Africains. À l'autre extrême, vous avez l'autonomisation, c'est-à-dire la création de colonies dans lesquelles les colons peuvent s'organiser politiquement jusqu'à devenir indépendants tout en restant dans le giron de la métropole. C'est l'exemple du Canada ou de l'Australie. Ce sont des dominions britanniques, dirigées majoritairement par les descendants des colons, mais qui restent partie prenante de l'Empire britannique même aujourd'hui en 2021. Pour éviter ces 2 positions extrêmes, Giraud encourage la doctrine française de l'assimilation, qui serait une 3e voie. Les colons s'installent dans la colonie, tout en ségrégant les populations indigènes. Ils ont pour objectif officiel de civiliser les indigènes et de leur permettre d'arriver au même niveau de maturité politique que les colons. Politiquement, la colonie reste dirigée par des colons venus de métropole. Ce sont des gouverneurs ou des préfets. Directement connectés à la métropole, ils sont chargés d'appliquer les directives métropolitaines en les adaptant aux contraintes locales de la colonie. De cette manière, on s'assure le contrôle politique de la colonie, qu'on transforme progressivement en région au sein d'un État centralisé, la France, dans lequel le régime d'exception coloniale disparaît petit à petit au profit de la citoyenneté pour tous.
Avec le recul, on peut dire que c'est le modèle qui a échoué en Algérie, mais qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans les Outre-mer actuels. Il faut que j'ajoute une autre précision importante. Rappelez-vous qu'il faut faire la différence entre colonialisme et impérialisme. Il peut y avoir des conquêtes impériales qui ne sont pas coloniales, et à l'inverse, il peut aussi y avoir des conquêtes coloniales qui ne sont pas impériales. Au départ, la colonisation européenne n'était pas impériale. C'est au fur et à mesure que les métropoles se sont transformées en empires coloniaux, en alliant les particularités de l'impérialisme et du colonialisme. Je ne développe pas dans cette vidéo, mais il y a un livre sur le sujet qui a été écrit par Julie Dandurin et qui s'intitule « Colonialisme ou impérialisme, le parti colonial en pensée et en acte ». Enfin, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas parlé des croisades. Beaucoup de gens pensent que les croisades sont aussi une forme de colonisation. D'ailleurs, le nom de certains croisés est inscrit sur le grand mur d'hommage aux héros coloniaux qui orne le palais de la Porte Dorée à Paris. En fait, l'histoire est plus complexe. Comme pour la Grèce antique, les historiens ne s'accordent pas à dire que les croisades sont des colonisations au sens où on l'entend aujourd'hui. Les croisés n'étaient pas réellement rattachés à une seule métropole. Certains États créés par les croisés avaient un roi indépendant, comme dans un régime féodal normal. Ils étaient sous l'influence du pape, mais on ne peut pas pour autant considérer que le Vatican soit leur métropole. Les relations d'allégeance sont un peu plus complexes. Je ne développe pas ici, mais vous trouverez un article dans mes sources pour vous faire votre propre idée sur cette controverse. On a fait un beau tableau de ce que peut être la colonisation. Et pour finir, je vous donne une définition rapide de ce qu'on appelle néocolonisation. Quand on parle de néocolonisation, on part de l'idée que les structures coloniales qui lient l'ancienne métropole et l'ancienne colonie ne sont pas rompues, même si une indépendance a été proclamée officiellement. Dans ce schéma, on ne peut plus parler de colonisation réellement, puisque les anciennes colonies sont censées avoir leurs propres lois, et elles ne sont plus soumises à la juridiction coloniale. Mais si on prend l'exemple concret du franc CFA, dans les anciennes colonies françaises d'Afrique, on voit que cette monnaie reste totalement soumise aux lois et aux décisions politiques de l'ancienne métropole, c'est-à-dire la France. On est dans un cas évident de néocolonisation. Il y a d'autres manières de définir ce mot, bien sûr. La Chine, qui n'est pas une ancienne métropole coloniale, peut avoir une politique néocoloniale, par exemple. Mais on verra ça dans de prochaines vidéos. Pour terminer, je vous fais un petit récapitulatif des informations importantes à retenir. 1. La colonisation est toujours un projet politique organisé et encadré juridiquement par la métropole. Il ne faut pas confondre colonisation et immigration massive. 2. Il existe plusieurs formes de colonisation. On a parlé de la colonisation autour des bases militaires, comme la pratiquait l'Empire romain. On a parlé de la colonisation des grandes nations nomades, comme lors des invasions mongoles. On a parlé de la colonisation de commerce, basée sur les comptoirs et les forteresses. Et enfin, on a évoqué la colonisation des Amériques, qui a permis le déploiement des empires coloniaux européens. On a aussi émis des doutes sur la réalité de la colonisation grecque. Troisièmement, on a parlé de deux doctrines coloniales françaises. La première, théorisée par Paul Leroy-Beaulieu en 1882, qui distingue les colonies de peuplement, les colonies d'exploitation et les colonies mixtes. Il tente d'avoir une doctrine coloniale pragmatique qui économise de l'argent et respecte la démographie de la métropole. Dans un autre style, en 1895, le français Arthur Giraud propose une doctrine coloniale basée sur un projet politique. On peut choisir d'assujettir la colonie, on peut préférer la rendre autonome politiquement, ou bien on peut choisir la troisième voie, la doctrine française de l'assimilation qui permet à la métropole de contrôler la colonie comme s'il s'agissait d'une région dans un État centralisé. Ça fait beaucoup d'informations, j'espère ne pas vous avoir noyé, mais c'était important pour moi d'aller dans le détail. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me soutenir financièrement. Le lien de mon Tipeee est dans ma bio. J'en ai vraiment besoin, ça me permet de payer une équipe qui peut m'aider à sortir de ma chambre et à vous proposer des visuels aussi stylés. Attention, dans mes vidéos, je vous propose des résumés d'événements complexes à propos desquels nous disposons d'assez peu de sources. Et je ne prétends pas être objectif, mais je vous donne justement toutes les sources que j'utilise pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Gardez donc votre esprit critique à l'affût. Et si je fais des erreurs, on en discute sur mon Discord, vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!